Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 28 février 2018, voici la une du journal. Changement toujours attendu sur le front des inondations à Yaoundé. La capitale a les pieds dans l'eau à chaque pluie diluvienne. Quid du plan d'assainissement de la capitale? La rédaction ouvre le dossier dès l'entame du journal. Changement perceptible dans la prise en charge psychologique des filles mères au Cameroun. Immersion ce soir dans l'un des réseaux actifs dans ce domaine à Yaoundé, dans le contexte des préparatifs du 8 mars 2018. Changement majeur en vue sur le banc de touche des Lions indomptables. Le contrat de l'entraîneur-sélectionneur Hugo Bross expiré le 9 février, toujours pas renouvelé. Éclairage pour la suite, ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal les pieds dans l'eau avec les images surprenantes de l'avenue Kennedy à Yaoundé, submergée par plus de 150 mm d'eau. C'était ce début de semaine après une pluie diluvienne qui a inondé d'autres quartiers de la capitale, rendant la circulation presque impossible. Certes, les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Les changements climatiques sont passés par là, mais Yaoundé devrait maintenant être à l'abri de tels drames. Avec son PADI, le plan d'assainissement et ses travaux de canalisation de la rivière Mfundi en cours depuis près de 10 ans maintenant. Alors que se passe-t-il? Serge Atangana-Bissot est allé voir sur le terrain. La cause la plus évidente de la mini-catastrophe de lundi dernier à l'avenue Kennedy et autres est attribuée à pas de chance. La pluie n'a pas pris de gants, trop tôt venue et dans des proportions indicibles. On s'attendait aux pluies à la deuxième quinzaine de mars. On est surpris qu'au cours de la première quinzaine de février, les pluies sont là de manière vraiment forte. On est quand même tombé des nues lundi au soir. Un programme, le PADI, était censé renvoyer aux oubliettes toutes ces crues indésirées. Dans les faits, et depuis 2010, l'on a vu le lit de la rivière Mfundi, qui traverse la capitale de part en part, changer progressivement. Les travaux n'étaient pas terminés, du moins ceux de PADI 2, quand les éléments se sont déchaînés. Il y a la montée des eaux. Et puis, comme le passage n'est pas libre, les eaux sont dans le foulé, notamment au niveau de l'avenue Kennedy. Deux scènes principales, deux scénarios aussi. D'abord, la zone dite vallée de la mort, encore stigmatisée. Cette pluie, en près de 30 minutes, a produit près de 150 mm de pluie. Alors le niveau des eaux est monté dans cet affluent, mais également dans le Mfundi, la rivière principale. Les eaux provenant de la Mingwa n'arrivaient plus à rentrer dans le Mfundi. À ce moment-là, il y a eu un remous, les eaux ont commencé à remonter le long du canal et à inonder l'ensemble de cette zone au niveau de la voirie municipale. Ensuite, Nsam Sofavin. Les travaux étaient en train d'être exécutés dans le lit du cours d'eau, les déchets qui sont venus jouer le rôle de digue. C'est l'une des causes également des inondations de l'ensemble de la zone de Sofavin. Et comme les pluies sont là, plus tôt que prévu, que les hommes continuent de muer les lits de rivière en dépotoirs mouvants. Dans les mêmes conditions, si nous avons une pluie exceptionnelle comme celle de la dernière fois, nous allons certainement avoir les mêmes effets. On annonce tout de même la fin des travaux en novembre 2018, soit. Un premier canal, 3,5 km environ, achevé d'être construit en 2012, nous avait permis d'oublier le lac qui généralement se formait à la poste centrale après les pluies. Les travaux en cours, 5 km de linéaire, veulent qu'on oublie également les inondations dans les zones Sofavin et autres. Pendant que la réflexion se poursuit, autant le dire, il s'agit de déplacer le problème de la ville vers les champs, rives du fleuve Mofou. Disons-nous-le aussi, les inondations arrivent, même chez les Blancs, par les caprices du temps, par les incivilités des hommes.
Parole à présent aux météorologues. Que dit dans cette science la météorologie? Face au dérèglement climatique, les pluies très précoces cette année troublent le calendrier des agriculteurs. Ces seigneurs de la terre ne savent plus à quelle saison se vouer. Indication de quelques repères dans cette enquête de Florence Ngwangele. Jadis, les seigneurs de la terre attendaient les premières gouttes de pluie vers la mi-mars pour commencer à s'aimer. Mais depuis un certain temps, les pluies tombent à contre-temps et inquiètent les agriculteurs. Comme les pluies sont abondamment là, moi j'ai préféré semer, même comme il y aura un soleil d'avril pour la Pâque. Mais ça va gêner le maïs, surtout le maïs et les arachides aussi. On attendait plutôt les pluies en masse. Mais quand elles sont venues depuis le 11 février, nous sommes obligés de semer en gardant d'autres semences. Dans 3 jours, il n'y a plus ça. Mais alors, quelle est la météo idéale pour ces agriculteurs? Quand les moussons montent, ça vient avec la pluie. C'est cette pluie qu'on a observée tous ces derniers temps-ci. Et ce sont les pluies qui trompent. On va seulement conseiller les agronomes de ne pas courir pour s'aimer. Parce qu'on peut s'aimer et il n'y aura plus de pluie. On attend notre période traditionnelle de mi-mars. Le mot est lâché. Il faut attendre la mi-mars pour commencer à s'aimer. À bon entendeur. Et dans la suite de l'actualité, il y avait un hôte de marque au palais de Ngouaekele. Le président du réseau régional des députés du bassin du Niger était reçu ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale. Abdoulaye Fofana est venu solliciter la signature par le Cameroun de la résolution qui crée ce réseau régional des députés du bassin du Niger. Le compte-rendu des échanges, Clarisse Tank. La deuxième conférence des parlementaires et des acteurs de l'eau du bassin du Niger s'est tenue du 27 au 29 novembre dernier à Bamako, au Mali. C'est au terme de ces travaux que l'hôte du chef de chambre de l'Assemblée nationale, accompagné ici par son deuxième vice-président, l'honorable Haruna Nyako du Cameroun, a été élu président du réseau régional des députés du bassin du Niger. Il continue ainsi une tournée qui le mènera dans les 9 pays membres du réseau pour une restitution des travaux. Le but de la visite, c'était vraiment remercier le président de l'Assemblée nationale du Cameroun pour le soutien qu'il nous a fait lors de cette conférence en envoyant ses parlementaires. Et c'était pour lui transmettre un message du président de l'Assemblée nationale du Mali par rapport à l'organisation commune, l'autorité du bassin du Niger. Le réseau des députés du bassin du Niger, créé, les présidents d'assemblée et des États membres doivent lui donner vie par leur signature. Nous, députés, on a signé une déclaration de Bamako, mais suite à cette déclaration, on a tenu un projet de résolution que les présidents des assemblées doivent signer. Aujourd'hui, on a la signature de votre président. Il nous a très bien honorés, acceptant la signature de la résolution. Le réseau régional des députés du bassin du Niger a pour objectif de sensibiliser les parlementaires et les différents acteurs sur les difficultés de l'autorité du bassin du Niger. Créé en 1980 et chargé d'assurer le développement durable, intégré et concerté du bassin du Niger. Résultat attendu, assurer le bien-être et la prospérité des populations. Ce réseau est in fine un nécessaire accompagnement du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger dans la recherche et la mobilisation des financements nécessaires aux investissements dans la zone. Le Cameroun et la Banque mondiale inventent les transports de demain au Cameroun. Les deux parties élaborent cette semaine la stratégie des infrastructures de transport multimodal, c'est-à-dire par diverses voies. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, et les experts commis à la définition du projet annoncent une enveloppe de 35 milliards pour cette révolution dans les transports. D'autres précisions, Elvire Ninan, Galim. 35 milliards de francs CFA pour développer une stratégie de transport routier, aérien, ferroviaire et maritime au Cameroun. L'initiative du gouvernement est d'améliorer l'efficacité et l'efficience de ce secteur. Financée par la Banque mondiale, l'étude d'élaboration de la stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodal au Cameroun va durer 26 mois.
Une durée qui va permettre d'équilibrer chaque mode de transport. Si on ne développe pas le transport ferroviaire par exemple, tous les transporteurs seront tentés de ne utiliser que la route. Et avec la charge, la route conséquemment va se détériorer assez rapidement. On recourt aussi au transport ferroviaire. Donc l'objet de l'étude, c'est de travailler pour une cohérence et une cohabitation de différents modes de transport qui existent. Le projet nourrit de nombreuses attentes, notamment le développement des infrastructures de transport. Les premières attentes, c'est que les consultants réalisent cette étude à sa juste valeur, comme le ministre l'a dit. Il faut que ce soit une étude qui est à la hauteur de sa contribution attendue. En deuxième lieu, il faut que sa mise en œuvre soit la participation de tous les acteurs, publics, privés, communautaires et même les villes comme des nœuds importants d'échange de transport. L'implication de l'ensemble des acteurs du secteur des transports est donc fortement recommandée ici par le ministre pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. L'école internationale des forces de sécurité, l'EIFORCE à Hawaï dans la Mofu-Afamba, a son nouveau directeur général. Le général de brigade André Patrice Bitote était installé ce mercredi par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Joseph Betiasomo appelle le nouveau directeur général de l'EIFORCE à veiller au rayonnement international de ce centre d'excellence des Nations Unies au Cameroun. Le reportage, Pierre Evembe. Hawaï dans la Mofu-Afamba était en fête. Et pour cause, l'EIFORCE, sa force, accueillait le général de brigade André Patrice Bitote. Le nouveau directeur général qui devra prolonger le travail si bien entamé par son prédécesseur pendant 7 mois et 11 jours, le général de brigade Jules César Esso. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a présenté la vision du chef de l'État, chef des armées, pour ce fleuron devenu label des Nations Unies. De nouveaux défis vous y attendent et vous interpelle. Votre objectif stratégique sera de contribuer à la paix internationale au travers de la formation et de l'appui doctrinal dans le domaine du soutien à la paix. Vos missions tourneront essentiellement autour de la formation. Le rayonnement international de l'EIFORCE, grâce à un partenariat bilatéral et multilatéral futur, s'en trouvera indubitablement renforcé. Le général André Patrice Bitote, 53 ans, précédemment directeur central de l'administration et de la logistique à la gendarmerie nationale, et bien avant cela, directeur du budget des équipements au ministère de la Défense, est conscient de la délicate mission qui l'attend. Je m'engage avec l'appui du président de la République, du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, président du conseil d'administration, à relever ce défi et à contribuer à amener l'EIFORCE à réaliser sa montée en puissance. Engagement pris donc pour porter l'EIFORCE au nu pour que le Cameroun garde son étiquette de pays attaché à la paix et contributeur international aux opérations de soutien à la paix. Le dialogue avance avec les syndicats des enseignants. Le ministre de l'Enseignement supérieur présidait ce mercredi une session du comité interministériel qui est chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations de ces syndicats d'enseignants. Les syndicats, toutes obédiences confondues, ont pris part aux travaux consacrés essentiellement à la contractualisation et à l'intégration à la fonction publique des nouveaux enseignants. Le point de débat avec Philippe Roger Issama. L'intérêt de cette rencontre n'était plus à démontrer au regard du quorum largement atteint. 4 ministres sont présents. Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur, Youssouf Ali Madidja de l'éducation de base, Zachary Perevet de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Anjangouine de la fonction publique. Autour d'eux, les membres du secrétariat technique et les dirigeants des 25 syndicats homologués. Depuis la 6e session, nous avons tous les syndicats des 2 sous-systèmes de l'éducation au Cameroun, le sous-système anglophone et le sous-système francophone. C'est une avancée remarquable. L'ambiance était cordiale, on a échangé beaucoup. Les syndicalistes étaient contents avec les rapports qui sont donnés par les ministres. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, un échange informatif sur les membres du collectif des enseignants indignés arrêtés.
Les travaux proprement dits ont mis l'accent sur l'état de la mise en œuvre des résolutions du comité et sur le niveau d'avancement des dossiers de contractualisation et d'intégration des enseignants. Le chef de l'État vient d'autoriser le recrutement des candidats titulaires du PhD ou du doctorat. Les modalités de recrutement sont en train d'être élaborées sous la supervision de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous souhaitons que l'État respecte des délais, de manière qu'il traite les dossiers. Inscrite dans une perspective de veille permanente et de prospective, la réflexion au sein de ce comité est également axée sur le Forum national de l'éducation en préparation. Se communiquer dans un domaine d'enseignement voisin, le ministre des enseignements secondaires qui informe les élèves que suite à une publication propagée dans les réseaux sociaux annonçant un potentiel changement de date pour ce qui est du début des examens BEPC, probatoire et baccalauréat de cette saison 2018, les enseignants et les élèves sont informés qu'aucune modification n'est intervenue dans les contenus de la décision du 7 novembre 2017 qui fixe le calendrier des examens et des concours de cette session. Le ministre invite par conséquent toute la communauté éducative à rester attentive aux enseignants et aux élèves. Il prescrit vigilance, sérénité et une attitude responsable face à la bonne préparation imposée pour les examens de cette session en cours. Les nouveaux responsables de l'IFORD, l'Institut de formation et de recherche démographique, sont en poste. Le professeur Panza Baya, le directeur exécutif, et son adjointe, le professeur Hélène Kamdem Kamyo, ont pris officiellement les rênes de l'institution hier mardi. Sur cette cérémonie présidée par Robert Pani, le représentant du président du Conseil des ministres de l'IFORD, voici le reportage. Florence Ngwangeli. Voici le nouveau directeur exécutif de l'Institut de formation et de recherche démographique IFORD. Le professeur Banza Baya, de nationalité burkinabé, est démographe et maître de conférence à l'université de Ouagadougou. Il remplace à ce poste le Camerounais, le professeur Evina Akam, qui a contribué au rayonnement de cet institut pendant 6 ans. Il sera secondé dans l'accomplissement de ses missions par la Camerounaise, le professeur Hélène Kamdem Kamyo. Le représentant du président du Conseil des ministres de l'IFORD, Robert Pani, a demandé aux promus beaucoup d'ardeur au travail pour le rayonnement de l'IFORD. Nous allons pouvoir relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous allons nous atteler à ce que les pays puissent cotiser. L'État camerounais a mis à notre disposition un terrain. Nous allons essayer de mettre en œuvre justement ce terrain-là afin que nous ayons un campus pour l'IFORD. Situé au campus de l'Université de Yaoundé en Goekele, l'IFORD est un organisme intergouvernemental créé en 1971. Il regroupe 22 États membres d'Afrique francophone et de l'océan Indien. Sa principale mission est la formation des spécialistes en sciences de la population. Le 8 mars, dans 9 jours et dans le sillage des préparatifs de la 33e Journée internationale de la femme, coup de projecteur ce soir sur les activités du RENATA. Le réseau national des associations Tantine rassemble plus de 1000 jeunes filles mères. Et elles sont engagées, mobilisées pour l'éducation à la santé sexuelle et dans la prise en charge des traumatismes psychologiques chez d'autres jeunes filles. Allons voir des tranches de vie au RENATA captées par Daniel Menanga. 13 années pour le mieux-être de la jeune fille et le plaidoyer continue. Sur la table des filles mères ce mercredi, un cas de viol. La victime est âgée de 11 ans seulement. Nous nous rapprochons des adolescentes qui résident dans les points chauds de Yaoundé et qui résident beaucoup plus avec les travailleuses de sexe et autour des travailleuses de sexe. Au réseau national des associations de Tantine, on partage le vécu pour éviter les erreurs aux jeunes générations. J'ai eu mon enfant à l'âge de 17 ans alors que j'étais en classe de première. La fille mère, celle qui a accouché à l'âge précoce, se voit toujours comme celle-là qui est une fille légère, facile, c'est une prostituée, même avec des partenaires qu'on raconte. La société les considère comme un mauvais exemple pour les petites ados.
Mais ces discriminations font se développer chez ces jeunes mamans force, courage et désir ardent de réussir. Quinta, violée et enceinte à 17 ans, y est arrivée. 30 décembre, le mariage. Au début, ce n'était pas facile parce que j'ai trouvé le gars, il m'a enceinte et après cela, j'ai fait 3 ans à la maison. J'ai accouché des jumettes. Et après cela, quand je suis retournée à l'école, grâce à la formation que j'ai eue par le Renata, et j'ai continué jusqu'au niveau que j'ai eu la licence en comptabilité. Elle est l'une des réussites du Renata. Aujourd'hui, le nouveau challenge des tantines, faire créer un réseau national de lutte contre le viol, toujours avec l'appui des pouvoirs publics. D'une association féminine l'autre, dans l'extrême nord, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes est présidée par une dame de Poigne. Elle est reconnue pour ses prises de position pour les droits des femmes et des jeunes filles du Septentrion, une région où les traditions patriarcales inhibent généralement l'épanouissement de la femme. Voici le portrait de cette Amazone. Elle s'appelle Aïssa Doumara, rencontrée par notre correspondant dans l'extrême nord, Abdoulaziz Amadou. Pour le commun des mortels à Marois, l'ALVF c'est elle. Aïssa Doumara a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes dans l'extrême nord une affaire personnelle. Un après-midi, j'ai fait une cuisine. Et puis ma tante, elle était très heureuse de l'annoncer à mon papa. Il a répondu que c'est son époux qui sera plutôt heureux de ce qu'elle a accompli comme prouesse. Dès ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose pour qu'une fille ne soit pas jugée par rapport au service qu'elle pourra rendre à quelqu'un d'autre. Pétrie de talent et soucieuse du devenir, Aïssa Doumara se lance donc contre vents et marées dans la défense et la promotion des droits. Je m'engageais de manière dans ces activités-là. Il y a d'autres personnes qui s'exclamaient et se disaient que qu'est-ce qu'elle cherche bien, parce qu'elle a déjà une famille. 30 ans plus tard, Aïssa Doumara, que beaucoup qualifient d'Amazone, dans ce domaine. La situation a vraiment changé par rapport à l'époque et avant. Parce que là, les gens sont plus à l'aise de dénoncer et de dire que marier une fille très jeune, c'est pas commode. En guise de reconnaissance à son engagement, les pouvoirs publics et les organisations humanitaires lui ont décerné plusieurs prix. Malgré toutes ces distinctions, Aïssa Doumara estime que beaucoup reste encore à faire. Et voici une arme stratégique dans cette lutte pour les droits des femmes au Cameroun. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, vient de rendre public les résultats d'une étude sur les mariages précoces au Cameroun. L'étude a été menée avec le concours du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille au Cameroun. La présentation de Joséphine Eneke de CIAR TV Centre. Au Cameroun, le phénomène de mariage d'enfants reste un problème. Les chiffres le montrent à suffire. Une fille sur 3 est mariée avant l'âge de 15 ans, une sur 10 avant l'âge de 18 ans. Assez grave pour que les responsables de l'UNICEF dans notre pays s'engagent dans la bataille à travers le rapport final de l'étude sur les normes sociales, reflet des pratiques culturelles qui nuisent à l'épanouissement de la jeune fille. Cette étude, menée en collaboration avec le MINPROF, a tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Nous avons décidé de faire cette étude avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour chercher de comprendre pourquoi les communautés décident de donner les filles en mariage, qui prend ces décisions, quels sont les avantages pour les communautés de donner les filles en mariage et quelles pourraient être les motivations à abandonner cette pratique. Pour cet expert, des questions relatives à la protection de l'enfant, les résultats de l'enquête qui vient d'être présentés vont permettre de mieux implémenter les stratégies de lutte contre le mariage précoce. Avec les résultats de l'étude, on aura d'autres orientations, d'autres pistes d'action qui vont permettre maintenant d'adresser de manière beaucoup plus pointue la question du mariage d'enfants. Ce projet de société appelle à des actions concertées, familles, leaders communautaires et autorités administratives pour venir à bout de ce fléau.
Pour venir au secours d'une autre catégorie sociale, 10 milliards de francs CFA sont mobilisés par le Cameroun et ses partenaires que sont l'UNICEF et la coopération allemande. Cet argent est destiné à la lutte contre la malnutrition chez les enfants vulnérables de moins de 5 ans vivant dans les zones affectées par les crises humanitaires. Le projet entre ainsi dans sa deuxième phase et les documents étaient signés côté Cameroun par le ministre de l'économie en présence de son collègue de la santé publique. Marie-Laurence Nké. La malnutrition aiguë est un problème de santé publique au Cameroun. Du moins, on la ressent beaucoup plus dans les zones affectées par des crises humanitaires. Les régions septentrionales, Nord, Adamawa, Extrême Nord et la région de l'Est. Ces régions présentent, selon l'UNICEF, une situation précaire avec une prévalence d'enfants atteints par la malnutrition aiguë entre 5% et 10%. Eu égard à cette situation, il est urgent d'assister cette catégorie de personnes qui sont les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les personnes déplacées. Ce programme est très important pour améliorer leur état de santé, mais aussi d'améliorer leurs perspectives futures dans la vie professionnelle. Et c'est dans ce sens que le gouvernement allemand, par l'entremise de la KfW, a pour une deuxième fois octroyé un don de 10 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais. Les documents viennent d'être signés entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, qui porte le projet, la KfW et l'UNICEF qui exécute. Tout ceci, c'est pour mettre en œuvre la deuxième phase du projet qui va permettre de couvrir l'ensemble des districts sanitaires des 4 régions et par la même occasion prévenir la malnutrition chronique et sa prise en charge. Silence, on travaille à Elekam. L'organe chargé au Cameroun des élections tient une session de son conseil électoral depuis hier mardi en son siège à Yaoundé. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, l'examen des dossiers de candidature pour les sénatoriales du 25 mars. Et selon la loi, la liste des candidats sera impérativement rendue publique le 10 mars au plus tard. Nous faisons le point avec Séverin Alégambélé. L'examen des dossiers de candidature en vue de l'élection des sénateurs du 25 mars s'est poursuivi ce mercredi au Palais des Sports de Yaoundé. Portes et fenêtres closes. Un huis clos strict imposé par la seule présence des forces de sécurité et de défense dès l'entrée du bâtiment. Les informations à notre portée indiquent que 9 partis politiques ont déposé les dossiers de candidature le 22 février au niveau de la Direction générale des élections. Ces dossiers ont été par la suite envoyés pour examen au Conseil électoral qui tient donc depuis ce mardi une session de plein droit conformément à l'article 19 de la loi. Un article qui prévoit qu'en période électorale, le Conseil se réunit aussi souvent que possible. Et lorsque le collège électoral est convoqué, comme c'est le cas en ce moment, il peut se réunir au moins une fois tous les 15 jours. Avec le concours d'un secrétariat technique, le Conseil passe au peigne fin l'ensemble des dossiers déposés par les formations politiques. Je crois que l'organisation a été bonne. Ça nous a permis d'avoir une bonne maîtrise de cette méthodologie de travail. Depuis hier, jusqu'à la fin de la journée d'hier, nous étions en 4 sur 10 régions. Sur la base de cet examen minutieux, le Conseil électoral peut donc procéder à un tri en validant ou en rejetant les candidatures. Selon le code électoral, la notification de la décision motivée de rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le directeur général des élections. Une copie de la dite décision est immédiatement communiquée au Conseil constitutionnel. La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Dans tous les cas, le 10 mars au plus tard, l'ECAM devra publier la liste finale des candidatures à l'élection des sénateurs. Et on attend. Les collectivités territoriales décentralisées dans la région de la Damawa se veulent des vecteurs du développement local et du vivre ensemble. La thématique souligne la 3e édition de la conférence régionale de présentation des projets maturés de ces communes. La session est en cours depuis hier mardi. Et sur ces travaux, présidés par le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, Jules Doré Ndongo, voici le reportage à Ngaoundéré de Omaro Kadili. Accélérer le processus de la décentralisation aux fins de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations, volonté manifeste du gouvernement,
C'est le contexte dans lequel se tient cette autre conférence régionale des communes et villes unies du Cameroun. Grâce donc à un tel cadre, les 21 municipalités de la région de l'Adamawa ont aujourd'hui une claire visibilité de leurs actions sur le terrain. En 2015, nous avons présenté une quarantaine de projets et nous avons reçu le financement d'une quinzaine à hauteur de plusieurs millions. Et en 2016 également, nous avons présenté beaucoup de projets dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique villageoise. C'est alors le lieu pour les élus locaux ici de présenter aux différents partenaires financiers, que sont principalement le PNDP et le FECOM, les projets maturés. Et c'est à juste titre que le membre du gouvernement a relevé la place de la maturation des projets dans les investissements communaux. La maturation d'un projet est une étape essentielle. Il va donc sans dire que le processus engagé par la région d'Adamawa, des projets déjà maturés dont l'évaluation a été faite en amont. Nous avons là un instrument qui nous permet de demander à la représentation nationale des moyens plus importants que ce que nous obtenons en ce moment. Les différents orateurs ont ainsi invité les magistrats municipaux en collaboration avec les administrations sectorielles déconcentrées à une meilleure appropriation de l'outil de maturation des projets prioritaires issus des plans communaux de développement. La sous-région s'est mobilisée pour sauver le lac Tchad. La préoccupation était au centre de la conférence internationale qui s'est achevée ce mercredi même à Abuja, au Nigeria. Le chef de l'État, Paul Biya, y était représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang, et il s'est agi pour les pays riverains, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, ainsi que pour les nombreux experts, d'explorer les voies pour la réhabilitation de ce lac qui a perdu 90% de sa surface en ces 55 dernières années. Les cimenteries du Cameroun et l'Ordre national des architectes sont main dans la main. Ce mariage qui va durer 1 an a été scellé par une convention signée récemment à Douala. Le partenariat a pour objectif la vulgarisation des produits de Simencam. Marcel et Kassibile pour les détails à Douala. La signature de convention entre les cimenteries du Cameroun et l'Ordre national des architectes vise prioritairement à la promotion de l'usage des produits Simencam. Le respect des normes étant présenté comme la plus-value absolue de ce ciment, le partenariat qui va durer 12 mois se veut le garant de la solidité et de la qualité des infrastructures faites à base de ce produit. Dans le contexte actuel, pour Simencam, plus que par le passé encore, il est important de se rapprocher des architectes, puisque à travers eux, on se rapproche des métiers de la construction. Les architectes, ce sont des prescripteurs, et donc, grâce à cette convention, on atteint cet objectif de se rapprocher des métiers de la construction. Et c'est avant tout la confiance. La confiance pour les Camerounaises et les Camerounais qui construisent leur maison pour abriter leur famille, mais aussi la confiance pour le pays et pour ses infrastructures. Malgré la concurrence qui règne dans le secteur du ciment au Cameroun, l'Ordre national des architectes, réputé dans le domaine en tant que premier prescripteur de matériaux en construction, a dévoilé les principales motivations de l'union avec Simencam. Vous voyez l'environnement de la construction aujourd'hui au Cameroun, ce qui se passe. Utilise-t-on le bon matériau? Vous avez des immeubles qui s'écroulent. C'est pour ça que nous sommes venus acquérir ces connaissances et signer ce partenariat pour que nous connaissions mieux les produits Simencam et les prescrivons selon les normes. Mais au-delà d'accompagner les ingénieurs des travaux publics dans la construction des bâtiments, il est aussi question pour Simencam de mettre ses architectes à l'école de la maîtrise des produits de qualité. Les produits Simencam, ce sont des produits qui respectent les normes et ça c'est fondamental. Et il était important pour nous que les architectes viennent visiter nos usines, viennent comprendre comment on fait le ciment, comment on en contrôle la qualité. L'entreprise Simencam, dont le souci majeur demeure la sécurité du client, renouvelle par ce contrat la fiabilité, mais surtout l'efficacité des produits Simencam.
Dans l'actualité internationale, la visite du président du Ghana à Berlin, Nana Akufo, s'entretenait ce mercredi avec la chancelière allemande Angela Merkel. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan est en Mauritanie en quête d'un renforcement de la coopération entre la Turquie et l'Afrique. La synthèse, Séverin Alegambele. Pour la première fois, un chef d'État turc a foulé le sol de la Mauritanie. En provenance d'Alger, Tayyip Erdogan est arrivé à Nouakchott à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires. Il a été accueilli par le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, et cette visite économiquement colorée est non seulement l'occasion de renforcer les liens de coopération avec les pays du continent, mais aussi un schéma tracé dans le combat contre l'influence du prédicateur turc Fethullah Gülen, accusé par les autorités d'Ankara d'avoir fomenté le coup d'État manqué de 2016. Le président turc achève sa tournée africaine ce vendredi après des escales au Sénégal et au Mali. Une autre visite qui ne passe pas inaperçue, c'est le séjour du président ghanéen en Allemagne. Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a plaidé pour une solution à la crise libyenne. Le Ghana est d'avis que l'Union africaine devrait être le chef de file dans la recherche d'une solution en Libye. Elle a été reléguée sur le banc de touche. Aux côtés de la chancelière Angela Merkel, le président ghanéen a également évoqué la question de la réforme des Nations Unies, notamment la restructuration du Conseil de sécurité. La page des sports et cette situation préoccupante, les Lions indomptables sont sans entraîneur. Le contrat du sélectionneur Hugo Bross est arrivé à expiration le 9 février. La FECAFOOT s'est prononcée contre le renouvellement de ce contrat à travers une lettre adressée au ministre des Sports. C'était le 4 décembre dernier. Sur les raisons de cette séparation souhaitée, voici les explications de Joseph Gouet à Mandeng. La qualification manquée pour la Coupe du Monde Russie 2018 serait la raison principale du divorce entre la FECAFOOT et l'entraîneur des Lions indomptables. Ajoutez à cela les à côté du match amical Cameroun-Guinée l'année dernière en Belgique. Hugo Bross aurait porté un grave préjudice à l'image du Cameroun à travers ses déclarations à la presse. La débâcle des Lions indomptables à la dernière Coupe des Confédérations serait un autre élément d'improductivité du technicien belge. La FECAFOOT voudrait à cet effet obtenir de sa tutelle le feu vert pour le remplacement de l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun à travers sa lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique le 4 décembre 2017, 2 mois avant l'expiration du contrat de Hugo Bross. C'est un contrat à 3 parties entre la FECAFOOT et le ministre des Sports. Ensuite, on trouve un entraîneur. On négocie avec lui et les 3 parties signent. Si le ministre des Sports trouve un entraîneur, la FECAFOOT ne signe pas, il n'y aura pas de contrat. Si la FECAFOOT trouve un entraîneur, le ministre des Sports ne signe pas, il n'y aura pas de contrat. Le mutisme du ministre des Sports et de l'Éducation physique laisse perplexe la compréhension de ce sujet. Même si le ministère prenait l'option de renouveler ce contrat, il faut nécessairement que la signature de la FECAFOOT s'implique. C'est un silence assourdissant qui traduit une mésentente entre le ministre des Sports et la FECAFOOT. En attendant y voir clair, l'équipe nationale de football du Cameroun est sans entraîneur. Aucun appel à candidature pour le recrutement d'un coach n'est lancé pour le moment. Les Lions indomptables resteront encore orphelins pendant plusieurs semaines. Voilà des perspectives qui mettent un terme à ce journal et pour l'essentiel à retenir, ces changements toujours attendus sur le front des inondations à Yaoundé. La capitale a les pieds dans l'eau à chaque pluie diluvienne. L'espoir vient maintenant du PADI, le plan d'assainissement de Yaoundé qui devrait aboutir en 2019. Changement maintenant perceptible dans la prise en charge psychologique des filles mères. Le réseau national des associations tontines est à pied d'œuvre pour la prise en charge des traumatismes psychologiques chez les jeunes filles au Cameroun.
Et puis on vient de le voir, changement majeur en vue sur le banc de touche des Lions indomptables. Le contrat de l'entraîneur sélectionneur Hugo Bross a expiré le 9 février dernier et il n'est toujours pas renouvelé. Un flou artistique qui va certainement s'éclaircir dans les tout prochains jours à la FECAFOOT. C'est la fin de ce 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Lucrèce Medou Djemba. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Retrouvez immédiatement après ce journal votre émission par ici, le débat économique. Et je vous souhaite une très belle antenne, très belle soirée sur la CRTV. Et à demain, 20h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 28 février 2018, voici la une du journal. Changement toujours attendu sur le front des inondations à Yaoundé. La capitale a les pieds dans l'eau à chaque pluie diluvienne. Quid du plan d'assainissement de la capitale? La rédaction ouvre le dossier dès l'entame du journal. Changement perceptible dans la prise en charge psychologique des filles mères au Cameroun. Immersion ce soir dans l'un des réseaux actifs dans ce domaine à Yaoundé, dans le contexte des préparatifs du 8 mars 2018. Changement majeur en vue sur le banc de touche des Lions indomptables. Le contrat de l'entraîneur sélectionneur Hugo Bross expiré le 9 février, toujours pas renouvelé. Éclairage pour la suite, ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal les pieds dans l'eau avec les images surprenantes de l'avenue Kennedy à Yaoundé, submergée par plus de 150 mm d'eau. C'était ce début de semaine après une pluie diluvienne qui a inondé d'autres quartiers de la capitale, rendant la circulation presque impossible. Certes, les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Les changements climatiques sont passés par là, mais Yaoundé devrait maintenant être à l'abri de tels drames. Avec son PADI, le plan d'assainissement et ses travaux de canalisation de la rivière Mfundi en cours depuis près de 10 ans maintenant. Alors que se passe-t-il? Serge Atangana-Bissot est allé voir sur le terrain. La cause la plus évidente de la mini-catastrophe de lundi dernier à l'avenue Kennedy et autres est attribuée à pas de chance. La pluie n'a pas pris de gants, trop tôt venue et dans des proportions indicibles. On s'attendait aux pluies à la deuxième quinzaine de mars. On est surpris qu'au cours de la première quinzaine de février, les pluies sont là de manière vraiment forte. On est quand même tombé des nues lundi au soir. Un programme, le PADI, était censé renvoyer aux oubliettes toutes ces crues indésirées. Dans les faits, et depuis 2010, l'on a vu le lit de la rivière Mfundi, qui traverse la capitale de part en part, changer progressivement. Les travaux n'étaient pas terminés, du moins ceux de PADI 2, quand les éléments se sont déchaînés. Il y a la montée des eaux. Et puis, comme le passage n'est pas libre, les eaux sont dans le foulé, notamment au niveau de l'avenue Kennedy. Deux scènes principales, deux scénarios aussi. D'abord, la zone dite vallée de la mort, encore stigmatisée. Cette pluie, en près de 30 minutes, a produit près de 150 mm de pluie. Alors le niveau des eaux est monté dans cet affluent, mais également dans le Mfundi, la rivière principale. Les eaux provenant de la Mingwa n'arrivaient plus à rentrer dans le Mfundi. À ce moment-là, il y a eu un remous, les eaux ont commencé à remonter le long du canal et à inonder l'ensemble de cette zone au niveau de la voirie municipale. Ensuite, Nsam Sofavin. Les travaux étaient en train d'être exécutés
dans le lit du cours d'eau, les déchets qui sont venus jouer le rôle de digue. C'est l'une des causes également des inondations de l'ensemble de la zone de Sofavin. Et comme les pluies sont là, plus tôt que prévu, que les hommes continuent de muer les lits de rivières en dépotoirs mouvants. Dans les mêmes conditions, si nous avons une pluie exceptionnelle comme celle de la dernière fois, nous allons certainement avoir les mêmes effets. On annonce tout de même la fin des travaux en novembre 2018, soit. Un premier canal, 3,5 km environ, achevé d'être construit en 2012, nous avait permis d'oublier le lac qui généralement se formait à la poste centrale après les pluies. Les travaux en cours, 5 km de linéaire, veulent qu'on oublie également les inondations dans les zones Sofavin et autres. Pendant que la réflexion se poursuit, autant le dire, il s'agit de déplacer le problème de la ville vers les champs, rives du fleuve Mofou. Disons-nous-le. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, un échange informatif sur les membres du collectif des enseignants indignés arrêtés. Les travaux proprement dits ont mis l'accent sur l'état de la mise en œuvre des résolutions du comité et sur le niveau d'avancement des dossiers de contractualisation et d'intégration des enseignants. Le chef de l'État vient d'autoriser le recrutement des candidats titulaires du PhD ou du doctorat. Les modalités de recrutement sont en train d'être élaborées sous la supervision de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Nous souhaitons que l'État respecte des délais de manière qu'il traite les dossiers. Inscrite dans une perspective de veille permanente et de prospective, la réflexion au sein de ce comité est également axée sur le Forum national de l'éducation en préparation. Se communiquer dans un domaine d'enseignement voisin, le ministre des enseignements secondaires qui informe les élèves que suite à une publication propagée dans les réseaux sociaux annonçant un potentiel changement de date pour ce qui est du début des examens BEPC, probatoire et baccalauréat de cette saison 2018, les enseignants et les élèves sont informés qu'aucune modification n'est intervenue dans les contenus de la décision du 7 novembre 2017 qui fixe le calendrier des examens et des concours de cette session. Le ministre invite par conséquent toute la communauté éducative à rester attentive aux enseignants et aux élèves. Il prescrit vigilance, sérénité et une attitude responsable face à la bonne préparation imposée pour les examens de cette session en cours. Les nouveaux responsables de l'IFORD, l'Institut de formation et de recherche démographique, sont en poste. Le professeur Panza Baya, le directeur exécutif, et son adjointe, le professeur Hélène Kamdem Kamyo, ont pris officiellement les rênes de l'institution hier mardi. Sur cette cérémonie présidée par Robert Pani, le représentant du président du Conseil des ministres de l'IFORD, voici le reportage. Florence Ngwangeli. Voici le nouveau directeur exécutif de l'Institut de formation et de recherche démographique IFORD. Le professeur Banza Baya, de nationalité burkinabé, est démographe et maître de conférences à l'université de Ouagadougou. Il remplace à ce poste le Camerounais, le professeur Evina Akam, qui a contribué au rayonnement de cet institut pendant 6 ans. Il sera secondé dans l'accomplissement de ses missions par la Camerounaise, le professeur Hélène Kamdem Kamyo. Le représentant du président du Conseil des ministres de l'IFORD, Robert Pani, a demandé aux promus beaucoup d'ardeur au travail pour le rayonnement de l'IFORD. Nous allons pouvoir relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous allons nous atteler à ce que les pays puissent cotiser. L'État camerounais a mis à notre disposition un terrain. Nous allons essayer de mettre en œuvre justement ce terrain-là afin que nous ayons un campus pour l'IFORD. Situé au campus de l'Université de Yaoundé 1 en Guayaquil, l'IFORD est un organisme intergouvernemental créé en 1971. Il regroupe 22 États membres d'Afrique francophone et de l'océan Indien. Sa principale mission est la formation des spécialistes en sciences de la population. Le 8 mars, dans 9 jours et dans le sillage des préparatifs de la 33e journée internationale de la femme, coup de projecteur ce soir sur les activités du RENATA, le réseau national des associations tantines, rassemble plus de 1000 jeunes filles mères.
Elles sont engagées, mobilisées pour l'éducation à la santé sexuelle et dans la prise en charge des traumatismes psychologiques chez d'autres jeunes filles. Allons voir des tranches de vie au Renata captées par Daniel Menanga. 13 années pour le mieux-être de la jeune fille et le plaidoyer continue. Sur la table des filles mères ce mercredi, un cas de viol. La victime est âgée de 11 ans seulement. Nous nous rapprochons des adolescentes qui résident dans les points chauds de Yaoundé et qui résident beaucoup plus avec les travailleuses de sexe et autour des travailleuses de sexe. Au réseau national des associations de tantines, on partage le vécu pour éviter les erreurs aux jeunes générations. J'ai eu mon enfant à l'âge de 17 ans alors que j'étais en classe de première. La fille mère, celle qui a accouché à l'âge précoce, se voit toujours comme celle-là qui est une fille légère. Financée par la Banque mondiale, l'étude d'élaboration de la stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodal au Cameroun va durer 26 mois. Une durée qui va permettre d'équilibrer chaque mode de transport. Si on ne développe pas le transport ferroviaire par exemple, tous les transporteurs seront tentés de ne utiliser que la route. Et avec la charge, la route conséquemment va se détériorer assez rapidement. On recourt aussi au transport ferroviaire. Donc l'objet de l'étude, c'est de travailler pour une cohérence et une cohabitation de différents modes de transport qui existent. Le projet nourrit de nombreuses attentes, notamment le développement des infrastructures de transport. Les premières attentes, c'est que les consultants réalisent cette étude à sa juste valeur, comme le ministre l'a dit. Il faut que ce soit une étude qui est à la hauteur de sa contribution attendue. En deuxième lieu, il faut que sa mise en œuvre soit la participation de tous les acteurs, publics, privés, communautaires et même les villes comme des nœuds importants d'échange de transport. L'implication de l'ensemble des acteurs du secteur des transports est donc fortement recommandée ici par le ministre pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. L'école internationale des forces de sécurité, l'EIFORCE à Hawaï dans la Mofouafamba, a son nouveau directeur général. Le général de brigade André Patrice Bitoté était installé ce mercredi par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Joseph Betiasomo appelle le nouveau directeur général de l'EIFORCE à veiller au rayonnement international de ce centre d'excellence des Nations Unies au Cameroun. Le reportage Pierre Evembe. Hawaï dans la Mofouafamba était en fête. Et pour cause, l'EIFORCE, sa force, accueillait le général de brigade André Patrice Bitoté. Le nouveau directeur général qui devra prolonger le travail si bien entamé par son prédécesseur pendant 7 mois et 11 jours, le général de brigade Jules César Esso. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a présenté la vision du chef de l'État, chef des armées, pour ce fleuron devenu label des Nations Unies. De nouveaux défis vous y attendent et vous interpelle. Votre objectif stratégique sera de contribuer à la paix internationale au travers de la formation et de l'appui doctrinal dans le domaine du soutien à la paix. Vos missions tourneront essentiellement autour de la formation. Le rayonnement international de l'EIFORCE, grâce à un partenariat bilatéral et multilatéral futur, s'en trouvera indubitablement renforcé. Le général André Patrice Bitoté, 53 ans, précédemment directeur central de l'administration et de la logistique à la gendarmerie nationale, et bien avant cela, directeur du budget des équipements au ministère de la Défense, est conscient de la délicate mission qui l'attend. Je m'engage avec l'appui du président de la République, du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, président du conseil d'administration, à relever ce défi et à contribuer à amener l'EIFORCE à réaliser sa montée en puissance. Engagement pris donc pour porter l'EIFORCE au nu pour que le Cameroun garde son étiquette de pays attaché à la paix et contributeur international aux opérations de soutien à la paix.
Le dialogue avance avec les syndicats des enseignants. Le ministre de l'Enseignement supérieur présidait ce mercredi une session du comité interministériel qui est chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations de ces syndicats d'enseignants. Les syndicats, toutes obédiences confondues, ont pris part aux travaux consacrés essentiellement à la contractualisation et à l'intégration à la fonction publique des nouveaux enseignants. Le point des débats avec Philippe Roger Issama. L'intérêt de cette rencontre n'était plus à démontrer au regard du quorum largement atteint. 4 ministres sont présents. Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur, Youssouf Ali Madidja de l'éducation de base, Zachary Perevet de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Anjangouine de la fonction publique. Autour d'eux, les membres du secrétariat technique et les dirigeants des 25 syndicats homologués. Depuis la 6e session, nous avons tous les syndicats des 2 sous-systèmes de l'éducation au Cameroun, le sous-système anglophone et le sous-système francophone. C'est une avancée remarquable. L'ambiance était cordiale, on a échangé beaucoup. Les syndicalistes étaient contents avec les rapports qui sont donnés par les... Si les inondations arrivent, même chez les Blancs, par les caprices du temps, par les incivilités des hommes. Parole à présent aux météorologues. Que dit dans cette science la météorologie? Face aux dérèglements climatiques, les pluies très précoces cette année troublent le calendrier des agriculteurs. Ces seigneurs de la terre ne savent plus à quelle saison se vouer. Indication de quelques repères dans cette enquête de Florence Ngwangele. Jadis, les seigneurs de la terre attendaient les premières gouttes de pluie vers la mi-mars pour commencer à s'aimer. Mais depuis un certain temps, les pluies tombent à contre-temps et inquiètent les agriculteurs. Comme les pluies sont abondamment là, moi j'ai préféré semer, même comme il y aura un soleil d'avril pour la Pâque. Mais ça va gêner le maïs, surtout le maïs et les arachides aussi. On attendait plutôt les pluies en masse. Mais quand elles sont venues depuis le 11 février, nous sommes obligés de semer en gardant d'autres semences. Dans 3 jours, il n'y a plus ça. Mais alors, quelle est la météo idéale pour ces agriculteurs? Quand les moussons montent, ça vient avec la pluie. C'est cette pluie qu'on a observée tous ces derniers temps-ci. Et ce sont les pluies qui trompent. On va seulement conseiller les agronomes de ne pas courir pour s'aimer. Parce qu'on peut s'aimer et il n'y aura plus de pluie. On attend notre période traditionnelle de mi-mars. Le mot est lâché. Il faut attendre la mi-mars pour commencer à s'aimer. À bon entendeur. Et dans la suite de l'actualité, il y avait un hôte de marque au palais de Ngouaekele. Le président du réseau régional des députés du bassin du Niger était reçu ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale. Abdoulaye Fofana est venu solliciter la signature par le Cameroun de la résolution qui crée ce réseau régional des députés du bassin du Niger. Le compte-rendu des échanges, Clarisse Tank. La deuxième conférence des parlementaires et des acteurs de l'eau du bassin du Niger s'est tenue du 27 au 29 novembre dernier à Bamako, au Mali. C'est au terme de ces travaux que l'hôte du chef de chambre de l'Assemblée nationale, accompagné ici par son deuxième vice-président, l'honorable Harouna Nyako du Cameroun, a été élu président du réseau régional des députés du bassin du Niger. Il continue ainsi une tournée qui le mènera dans les 9 pays membres du réseau pour une restitution des travaux. Le but de la visite, c'était vraiment remercier le président de l'Assemblée nationale du Cameroun pour le soutien qu'il nous a fait lors de cette conférence en envoyant ses parlementaires. Et c'était pour lui transmettre un message du président de l'Assemblée nationale du Mali par rapport à l'organisation commune, l'autorité du bassin du Niger. Le réseau des députés du bassin du Niger, créé, les présidents d'assemblée et des États membres doivent lui donner vie par leur signature. Nous, députés, on a signé une déclaration de Bamako, mais suite à cette déclaration, on a tenu un projet de résolution que les présidents des assemblées doivent signer. Aujourd'hui, on a la signature de votre président. Il nous a très bien honorés, acceptant la signature de la résolution.
Le réseau régional des députés du bassin du Niger a pour objectif de sensibiliser les parlementaires et les différents acteurs sur les difficultés de l'autorité du bassin du Niger. Créé en 1980 et chargé d'assurer le développement durable, intégré et concerté du bassin du Niger. Résultat attendu, assurer le bien-être et la prospérité des populations. Ce réseau est in fine un nécessaire accompagnement du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger dans la recherche et la mobilisation des financements nécessaires aux investissements dans la zone. Le Cameroun et la Banque mondiale inventent les transports de demain au Cameroun. Les deux parties élaborent cette semaine la stratégie des infrastructures de transport multimodal, c'est-à-dire par diverses voies. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, et les experts commis à la définition du projet annoncent une enveloppe de 35 milliards pour cette révolution dans les transports. D'autres précisions, Elvire Ninan Galim. 35 milliards de francs CFA pour développer une stratégie de transport routier, aérien, ferroviaire et maritime au Cameroun. L'initiative du gouvernement est d'améliorer l'efficacité et l'efficience de ce secteur. C'est facile, c'est une prostituée, même avec des partenaires qu'on rencontre. La société les considère comme un mauvais exemple pour les petites ados. Mais cette discrimination fait se développer chez ces jeunes mamans force, courage et désir ardent de réussir. Quinta, violée et enceintée à 17 ans, y est arrivée. 30 décembre et le mariage. Au début, ce n'était pas facile parce que j'ai trouvé le gars, il m'a enceinté et après cela, j'ai fait 3 ans à la maison. J'ai accouché des jumettes. Et après cela, quand je suis retournée à l'école, grâce à la formation que j'ai eue par le Renata, et j'ai continué jusqu'au niveau que j'ai eu la licence en comptabilité. Elle est l'une des réussites du Renata. Aujourd'hui, le nouveau challenge des tantines, faire créer un réseau national de lutte contre le viol, toujours avec l'appui des pouvoirs publics. D'une association féminine l'autre, dans l'extrême nord, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes est présidée par une dame de Poigne. Elle est reconnue pour ses prises de position pour les droits des femmes et des jeunes filles du Septentrion, une région où les traditions patriarcales inhibent généralement l'épanouissement de la femme. Voici le portrait de cette Amazone. Elle s'appelle Aïssa Doumara, rencontrée par notre correspondant dans l'extrême nord, Abdoulaziz Amadou. Pour le commun des mortels à Marois, l'ALVF, c'est elle. Aïssa Doumara a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes dans l'extrême nord une affaire personnelle. Un après-midi, j'ai fait une cuisine. Et puis ma tante, elle était très heureuse de l'annoncer à mon papa. Il a répondu que c'est son époux qui sera plutôt heureux de ce qu'elle a accompli comme prouesse. Dès ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose pour qu'une fille ne soit pas jugée par rapport au service qu'elle pourra rendre à quelqu'un d'autre. Pétrie de talent et soucieuse du devenir, Aïssa Doumara se lance donc contre vents et marées dans la défense et la promotion des droits. Je m'engageais de manière dans ces activités-là. Il y a d'autres personnes qui s'exclamaient et se disaient que qu'est-ce qu'elle cherche bien, parce qu'elle a déjà une famille. 30 ans plus tard, Aïssa Doumara, que beaucoup qualifient d'Amazone, dans ce domaine. La situation a vraiment changé par rapport à l'époque et avant. Parce que là, les gens sont plus à l'aise de dénoncer et de dire que marier une fille très jeune, c'est pas commode. En guise de reconnaissance à son engagement, les pouvoirs publics et les organisations humanitaires lui ont décerné plusieurs prix. Malgré toutes ces distinctions, Aïssa Doumara estime que beaucoup reste encore à faire. Et voici une arme stratégique dans cette lutte pour les droits des femmes au Cameroun. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, vient de rendre public les résultats d'une étude sur les mariages précoces au Cameroun. L'étude a été menée avec le concours du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille au Cameroun. La présentation de Joséphine Eneke de CRTV Centre.
Au Cameroun, le phénomène de mariage d'enfants reste un problème. Les chiffres le montrent à suffire. Une fille sur 3 est mariée avant l'âge de 15 ans, une sur 10 avant l'âge de 18 ans. Assez grave pour que les responsables de l'UNICEF dans notre pays s'engagent dans la bataille à travers le rapport final de l'étude sur les normes sociales, reflet des pratiques culturelles qui nuisent à l'épanouissement de la jeune fille. Cette étude, menée en collaboration avec le MINPROF, a tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Nous avons décidé de faire cette étude avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille pour chercher de comprendre pourquoi les communautés décident de donner les filles en mariage, qui prend ces décisions, quels sont les avantages pour les communautés de donner les filles en mariage et quelles pourraient être les motivations à abandonner cette pratique. Pour cet expert, des questions relatives à la protection de l'enfant, les résultats de l'enquête qui vient d'être présentés vont permettre de mieux implémenter les stratégies de lutte contre le mariage précoce. Avec les résultats de l'étude, on aura d'autres orientations, d'autres pistes d'action qui vont permettre maintenant d'adresser de manière beaucoup plus pointue la question